Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie des Grandes Gueules, une émission à retrouver sur guinée114.com. Merci de nous regarder également à la télévision un peu partout dans le monde et de nous écouter à Mamou sur Fraternité FM à Farana. C'est Bambou FM qui relaie cette émission. Vous nous écoutez également à travers nos antennes régionales à Boké, à Kindia, à Zérékoré, mais aussi à Kanka. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre un peu partout. Nous continuons donc cette émission. L'hypertension artérielle, une question de santé publique, une préoccupation nationale, peut-être pas suffisamment prise au sérieux. Pourtant, c'est un mal qui fait beaucoup de victimes dans notre pays. Des accidents vasculaires cérébraux avec pour conséquence la paralysie des membres du corps humain, suivi parfois de décès. Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais le nombre de cas à Conakry et à l'intérieur du pays devient de plus en plus inquiétant. Les citoyens ne sont pas suffisamment sensibilisés autour de la question. Ce matin, nous mettons l'accent sur les causes et facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Nous en parlons avec le directeur du service neurologie de l'hôpital Ignace Dine. Il s'agit du professeur Abbas. C'est pas le père. Nous parlons avec le fils. Professeur Abbas Sissé, député uninominal de Dubreka. On abordera avec lui aussi d'autres questions politiques, bien évidemment, parce qu'il est député donc à l'Assemblée nationale guinéenne. Mais avant, vous le savez, l'émission interactive, nous allons partir avec vos différentes réactions sur nos différentes plateformes, sur Twitter notamment. Que disent les internautes? Nous commençons par CC Jean-Louis Loua, le bourgeois, qui nous écrit au hashtag Espace GG. Il dit « Bonjour Espace, les AVC sont devenus la cause, quand vous nous appelez en même temps, c'est compliqué, sont devenus la cause de la plupart des décès dans notre pays, jeunes ou vieux. Nous avons besoin de plus de conseils d'un spécialiste sur les causes et les moyens de prévention de ce mal afin de sauver des vies. » Il le dit donc cet internaute. Abou Kourouane Keita, Kérouane, voilà, Abou Kérouane Keita, il dit bonjour Diadia et bonjour à toute l'équipe des GG. Ce communiqué d'interdiction des prières nocturnes n'a aucun effet au moment où la prière de Nafila est autorisée. C'est une incohérence de la part de l'État. Les pays qui ont eu plus de cas n'ont pas interdit, sauf la Guinée, hashtag espace GG. Koulibaly, le démocrate, nous écrit également sur Twitter. Il dit bonjour les grandes gueules. J'aurais pu comprendre si l'ANSS sortait des statistiques par zone et demandait de fermer les mosquées qui se trouvent dans les zones rouges. Sinon, on pouvait profiter de ces prières pour envoyer des équipes de vaccination dans les grandes mosquées. Voilà, c'est une suggestion, une proposition qu'il fait d'ailleurs. Keita Mamadi, Dr K, nous écrit également « Bonjour les grandes gueules, le problème d'hypertension doit être pris au sérieux car il fait beaucoup de victimes. Si le facteur âge ou l'hérédité ont toujours été cités comme l'une des causes, chez nous, je soupçonne l'alimentation car les jeunes commencent à faire la maladie, le dit Keita Mamadi Dr K. Youssef Kaba nous écrit également sur Twitter « Les populations ont tout à fait le droit d'exprimer leur colère quand un pouvoir liberticide leur impose une décision inique, qu'il soit obligatoire ou non d'effectuer ses prières à la mosquée. La décision prise est injuste et inappropriée. Triste Guinée ». Il le dit au hashtag espace GG. Sekwamed Touré. Dans un pays où il n'y a pratiquement pas d'opportunité pour les jeunes, interdire la circulation des mototaxis, c'est continuer d'appauvrir ces jeunes diplômés sans emploi. L'État a juste besoin de réglementer le secteur. Hashtag espace GG. Excellence Silla, le dernier tweet. Donc ce matin, Excellence Silla, il dit bonjour les grandes gueules. J'ai eu l'honneur d'être choisi comme formateur de conducteur de mototaxi récemment à Conakry, ici. Sur financement conjoint de l'OIM et le PNUD, sur 36, les 32 étaient tous diplômés avec de bons projets, mais hélas, un témoignage qu'il nous fait ce matin. On va partir sur le 657 39 13 Amadou. Je pense qu'il y a un petit souci, voilà. C'est réglé. Il dit bonjour les grandes gueules. Franchement, ce matin, je suis confus en écoutant Daouda dans sa plume et ses commentaires derrière. Je me pose tout simplement s'il est pour ou contre cette décision. Mon cher, tu es contradictoire avec toi-même, Mustapha, donc, qui envoie ce message.
Nous partons avec cet autre. Il dit bonjour Hiro et à toute l'équipe. Dites à Daouda, s'il ne veut pas prier, qu'il laisse les fidèles en paix. Cette fois-ci, la Ligue islamique s'est trop laissé faire. Et quant à Jamal, nous demandons sa démission à la tête de la Ligue. C'est Souma de Yataya. Bonne journée. Cet autre dit ceci, bonjour les grandes gueules, dites à décidément Daouda, c'est à fait, dites à Daouda de mesurer ses propos face à cette situation. On a fermé les lieux de culte l'année précédente, qui a contesté. Il pose la question, quelle est la différence entre la prière nafila et celle nocturne en matière de regroupement? Pourquoi ils nous ont laissé faire la prière nafila pendant 20 jours? Soyons clairs, c'est une mauvaise décision. Mori Diabaté depuis Kankan. Bonjour les grandes gueules, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait prié une à la mosquée et il a arrêté par peur qu'elle ne soit une obligation pour les musulmans. Allez à Madina voir le monde, par Abdul depuis Dixine. Nous partons avec cet autre. Bonjour les grandes gueules, j'ai confiance en ce gouvernement. Bientôt son chef, le premier des ministres, va faire une sortie médiatique en disant je ne suis pas au courant, ni le président, et je ne sais même pas qui est à l'origine. Sokra qui nous écrit depuis Kaloum. Bonjour les grandes gueules, l'interdiction des mototaxis à Kaloum, c'est parce qu'un motard a traversé devant le cortège du Premier ministre hier en ville. Renseignez-vous sur cette information. Un gouvernement sérieux ne peut pas prendre une décision et l'appliquer en moins de 12 heures. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Monsieur Condé depuis Zérékoré. Bonjour les GG, c'est Tcherno Djeng depuis Mamou. Les décisions de ce gouvernement, c'est comme les décisions d'un père de famille qui ne donne pas la dépense à sa femme. Il le dit donc, cet auditeur. On va peut-être partir sur une autre plateforme. On a encore 1 minute avec les auditeurs, Amadou, avant de continuer l'émission. Bien évidemment, on va voir Alpha Moussa Makadiabi qui nous écrit. Il dit bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Ne pas soutenir cette interdiction des mototaxis à Kaloum, c'est soutenir le désordre. Certains dans ce studio doivent élever le niveau des débats. Le ministère de la Sécurité, attention Alpha Moussaya quand même, le ministère de la Sécurité doit déployer la police pour surveiller l'application de cette mesure par la police routière. Elle est l'unique responsable des désordres à Conakry et de la non-application de ces décisions gouvernementales. Un dernier avant de continuer l'émission, Sinani qui nous écrit également, il dit bonjour Yaya et à toute l'équipe des GG. Et si on identifiait les différentes motos dans tout Conakry par les différentes couleurs et chaque commune a ses motos taxis, c'est mieux. Sinon avec des embouteillages infinis à Conakry, ça va être compliqué car les gros camions envahissent la circulation à Kaloum. Même les taxis voitures ne peuvent pas circuler. Seule la moto peut aider. Vivement la réglementation contre ces gros camions-là, il le dit Sinani. Maki de Dar es Salaam, Maki Premier nous dit donc bonjour. Je suis surpris que vous soyez surpris de cette décision. Connaissant moi il dit, c'est quand ils interdisent la corruption, les fausses promesses, la division que je serai surpris avec ce régime. Quand ils font le mal, attendez-vous toujours au pire car c'est leur spécialité. Maki Premier donc qui nous écrivait. On va continuer. On était avec vous, Jacques Léo Aleno, avant la pause pour parler de ce sujet sur les lampadaires. Voilà, donc j'avais fini par dire que le projet devrait coûter donc 28 254 810 $. Et ça devrait être financé sous forme de prêt par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Donc à 85%, les 15% devraient être supportés par n'est-ce pas, par le gouvernement, par le gouvernement guinéen. Et la précision qui avait été faite, c'est que dans la part du gouvernement guinéen, qui était de l'ordre de 4 238 221 $, était inclus l'entretien. Parce que quand on a fait l'étude, on a évalué 2 risques majeurs. Le risque lié à l'entretien et le risque lié à la sécurité. Donc la sécurité, c'est le facteur que vous évoquiez tout à l'heure, ces casses qui ont eu lieu sur la route Le Prince. Mais tout ceci avait été imaginé et puis mis en place. Des solutions de rechange étaient prévues. Et ce dont je parle, c'est en 2012.
vous rappelez très bien, quand le président Alpha Condé est arrivé, il y avait quelques lampadaires que Lansana Kouyaté avait laissé quand il était Premier ministre. Et tout le monde a assisté à cette scène à Conakry où on arrachait les poteaux laissés par Lansana Kouyaté pour mettre de nouveaux poteaux, donc de lampadaires sur place. Il y avait donc des lampadaires de Kaloum jusque dans la haute banlieue vers d'Apompa. Donc c'était pour éclairer, n'est-ce pas, la ville de Conakry. Et il avait été aussi conseillé surtout que la part de l'État guinéen soit mentionnée à chaque fois dans le budget national de développement pour éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, des ruptures. Parce que si ce n'est pas prévu dans le budget, il n'y a pas d'argent. Bien évidemment, le travail ne peut pas se faire. Il y a donc deux objectifs qui n'ont pas été atteints. Le premier objectif, c'était le renforcement des capacités qui devrait permettre à ce que la main-d'œuvre locale puisse continuer avec le projet, notamment au point de vue entretien. Et l'autre objectif, c'est bien sûr le financement, la disponibilité du financement qui devrait aider à faire ce travail-là. Nous sommes donc dans cette situation. Les cas sont arrivés lors des manifestations politiques, mais il y a des lampadaires qui sont debout qui ne prennent pas. Allez-y savoir est-ce que tout est lié à cette histoire de casse. Allez-y, Guiba Milou. Oui, tout à fait. On parle surtout là de lampadaires solaires, quand même, qui est une solution alternative, parce que n'oubliez pas qu'au moment où on parle de réchauffement climatique, c'était quand même un avantage pour le pays d'avoir un tel projet, mais aussi surtout de maximiser les choses. Mais malheureusement, vous vous souviendrez, avant même ce projet de lampadaires solaires, il y avait à peu près 2400 lampadaires dans la ville de Conakry. Donc à ce jour, 70% de ces lampadaires publics installés dans la ville sont non fonctionnels. Donc ça veut dire que dès que la nuit tombe, nous sommes dans le noir. Problème de maintenance et d'entretien. Et pourtant, souvent dans les budgets d'investissement, il y a un volet qui est prévu par rapport à la maintenance, la formation de l'équipe qui doit faire la maintenance et les coûts surtout d'entretien. Ce n'est pas fait. Mais aujourd'hui, si vous regardez le pays, la vision c'était Conakry 1028 lampadaires solaires, et Kankan 720, Zerkori 720, Labé 600, Kindia on parlait de 800, Farana 476, Mamou 628, Boké 400, Dingirai 400, le total qui fait 6000 lampadaires. Aujourd'hui, vous faites le tour de ces 8 régions administratives, y compris Dingirai qui complète à 9 villes qui étaient ciblées par le projet. La moitié ou presque 80% de ces lampadaires sont non fonctionnels. Donc pratiquement... Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la maintenance et l'entretien. Parce que si vous faites un investissement aussi lourd de 28 millions de dollars, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'entretien, on va retomber dans... L'État ne joue pas son rôle? L'État ne joue pas son rôle parce que ces lampadaires ont des avantages. L'État n'a pas disponibilisé sa quote-part. Ça cote-part parce que c'était autour de 15% dans l'investissement. C'est vrai que la banque de crédit a donné l'argent et Abrec aussi, qui était la structure qui devait s'occuper de l'étude de faisabilité, avait bien fait l'étude de faisabilité, mais au niveau de la maintenance et l'entretien, le travail n'a pas été fait. Maintenant, n'oubliez pas que le Premier ministre le disait dans son discours à l'Assemblée nationale que nous avons un potentiel énergétique de 6000 MW. Aujourd'hui, on a une capacité installée à peu près de 700. Parce que si on prend Kaleta, on prend Swapiti qui est 450, je crois, MW, Garafiri et puis les centrales thermiques que nous avons à Conakry, ce n'est pas suffisant et c'est coûteux. Parce qu'une centrale, disons, thermique, en termes de production, de transport et de distribution de l'électricité, ça a des coûts. Parce que le carburant que vous achetez, ça coûte extrêmement cher. Ça dépend un peu du prix du baril de pétrole sur le marché international. Dès que ça varie, ça a des conséquences. Sans oublier que c'est salissant et que l'autre facteur aussi, c'est un peu le bruit. Parce qu'il y a la nuisance sonore qui est là. C'est dégradant aussi. Et donc l'atmosphère et les coûts d'investissement sont assez élevés. Donc l'investissement dans le solaire était une solution. Au niveau aussi de... Il y a des pays quand même qui ont réussi. Qui ont réussi. Le Sénégal, par exemple, est sur cette transition parce que ce sont des recommandations un peu de cette rencontre. On parle souvent de COP21, COP22. Ce sont des recommandations. Il y avait une vision quand même d'avoir des lampadaires, mais à travers une source d'énergie qui devait venir des centrales hydrauliques. Et ça aussi, ça a des conséquences parce qu'un barrage hydroélectrique, c'est des millions de dollars en termes d'investissement. On a aussi parlé du champ éolien. Le champ éolien, c'est le vent comme source d'énergie. Mais sauf que toutes les villes de la Guinée, les régions, le vent qui souffle, par exemple, à Basse-Côte, si vous regardez la fréquence par rapport à la Haute-Guinée, c'est très minime. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un tel investissement en Basse-Côte
au détriment de la Guinée. Donc ça aussi, ça a des facteurs parce qu'on dit qu'à ce niveau, un mégawatt coûte plus de 1,7 million de dollars. Donc c'est coûteux. La solution, ça allait être les lampadaires solaires parce qu'en termes d'investissement, c'est peu d'argent. En termes d'impact environnemental, on lutte contre le réchauffement climatique. C'était un avantage, ils l'ont fait, mais malheureusement, on est dans un pays où on n'arrive pas à maintenir un peu nos acquis. Donc il faut que le gouvernement, dans sa logique de réduire la subvention par rapport à l'énergie, parce que nous apprenons qu'il y a 3 000 milliards de francs guinéens par an, ce qui est quand même en train de monter, ce n'est pas bon. À un moment, on dit qu'il y a une crise économique, il faut engranger des moyens et faire l'économie, voir les allocations, mais si vous avez 3 000 milliards de francs guinéens comme subvention, le solaire pouvait être une solution pour baisser un peu en termes de coûts de production, de distribution de ce transport. Il y a même le FMI qui a recommandé la réduction de cette subvention. Justement. En 30 secondes rapidement, parce que ça, comme je le disais, c'était en 2012. En 2014, il y a Econ Lighting qui arrive avec ADS, donc Afrique Développement Solutions de Samba Bachili. C'était pour aider certains pays africains. Et la Guinée n'était pas seule dans ce projet. Et je crois qu'aujourd'hui, la Guinée a été mauvais élève dans ce domaine-là parce que on me dit, selon mes informations, du côté du Mali par exemple, il y a eu des résultats. Et ça marche. Les grandes gueules. C'est la triste réalité de la Guinée. On va faire la transition. On a quand même notre invité en studio. Allez, Antoine. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Une liberté de temps qu'on n'est pas prêt de lâcher. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter un peu partout dans le monde. On va changer de registre en parlant à présent d'hypertension artérielle. Une question de santé publique, une préoccupation nationale peut-être pas suffisamment prise au sérieux. Pourtant, c'est un mal qui fait beaucoup de victimes dans notre pays. Des accidents vasculaires cérébraux avec pour conséquence la paralysie des membres du corps humain suivi parfois de décès. Nous n'avons pas de chiffres exacts, il faut le dire, mais le nombre de cas qu'on a créés à l'intérieur du pays devient de plus en plus inquiétant. Les citoyens ne sont pas suffisamment sensibilisés autour de la question. Ce matin, nous mettons l'accent sur les causes et facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Nous en parlons avec le directeur du service neurologie de l'hôpital Ignace Dine, professeur Abbas Sissé, député uninominal du BRECA. Il est avec nous dans ce studio. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour Madame Ba. Bien, allez-y. Voilà, professeur, on parle surtout de ces accidents cardiovasculaires mais aussi cérébraux dans un contexte aussi difficile, gestion de stress et tout. Aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même, les statistiques ne sont pas bonnes. Comment expliquer un peu, disons, cette situation d'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle est un phénomène mondial. Je pense qu'il faut sortir du pessimisme local et culturel qui est devenu le nôtre. Voilà. Je disais que la question de l'hypertension n'est pas une question uniquement guinéenne, c'est une question mondiale. Pour vous donner des chiffres, en France par exemple, l'hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente. Si je prends la complication neurologique dont je m'occupe à Ignace Dine, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. C'est la seconde cause de mortalité dans le monde. En 2005, on avait un taux de mortalité qui avoisinait les 5,7 millions et ce taux va augmenter vers 2030 autour de 7,8 millions de personnes dans le monde. En France, c'est 150 000 nouveaux cas par an. C'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. C'est la seconde cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la seconde cause de mortalité dans le monde. Ce qu'il faut dire, c'est que 87% de ces AVC surviennent dans les pays en voie de développement. Donc il faut un peu voir le débat de manière un peu plus large, pas à l'échelle guinéenne uniquement. Moi j'ai été formé à l'hôpital Fann en partie, j'ai eu le temps de visiter un peu le monde. Il faut savoir que 87% des AVC surviennent dans les pays en voie de développement. Donc alors, nous avons un héritage culturel pour la Guinée. L'héritage culturel dont vous parlez. Nous avons un héritage culturel et social qui a fait le lit de la promiscuité et de la pauvreté, ce qui amène plus d'AVC. Même en France, les gens les plus pauvres sont ceux qui font plus d'AVC à cause de la qualité de l'alimentation, de la quantité de sel que vous mangez, à cause de la sédentarité, à cause de l'obésité. Quand vous êtes pauvre, vous êtes forcément stressé et votre organisme va sécréter des substances qu'on appelle dans notre jargon les catécholamines qui vont faire monter la pression artérielle, ça peut vous donner du diabète et donc entraîner des AVC. Le fait d'être noir, par exemple, est un facteur génétique, c'est démontré aux États-Unis dans les études comparatives.
Quand vous avez les blancs et les noirs, les noirs font plus d'AVC, plus jeunes et plus graves. Donc il y a des facteurs génétiques qui sous-tendent tout cela. Parce qu'ils sont noirs? Oui, il y a des maladies qui sont pas plus fréquentes chez les noirs, il y a des maladies plus fréquentes chez les blancs. Donc ça c'est un peu le domaine de la génétique. Donc il faut voir ça plus grand, sortir un peu du pessimisme. Moi j'ai été formé en Guinée, en partie un peu ailleurs. Avant en Guinée il y avait un seul neurologue, il n'y avait pas de scanner. Aujourd'hui vous avez 10 neurologues. Vous avez 4 ou 5 scanners, vous avez 2 IRM. Vous avez aujourd'hui la possibilité de prendre des avis en Tunisie. Nous, par exemple, en neurologie, on a un abonnement Zoom qui nous permet de faire de la téléexpertise. Donc, il y a aussi des choses qui sont faites, qui méritent d'être dites, parce que l'autodévalorisation, c'est un peu pour ça que je suis venu ici aujourd'hui, c'est-à-dire que l'autodévalorisation dont nous faisons la promotion en Guinée finit par toucher l'image des gens et par dévaloriser le système. Qu'est-ce que vous appelez autodévalorisation? Je prends un exemple simple. Avant de rentrer dans votre studio, j'ai regardé le taux d'erreur médicale en France. C'est de Les grandes gueules. En France, 450 000. 450 000 erreurs médicales en France. Il n'y a pas longtemps à Marseille, il y a eu un procès pour un gynéco qui, après s'être occupé d'un enfant, a eu une tétraplégie. Il a été récompensé et la famille a été dédommagée à hauteur de 11 millions d'euros. Vous pouvez vérifier. Aux États-Unis, le taux d'erreur, 250 000. En Guinée, une erreur médicale entraîne le gynéco dans la boue. Je pense qu'il faut aujourd'hui valoriser. Mais quel est le taux ici alors? Le taux, Non, on va avancer. Non, en fait, vous dites que de l'autre côté, quand il y a des erreurs médicales, il y a des procès, les familles sont dédommagées. Ce n'est pas le cas chez nous. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas là pour faire la justice, mais il faut peut-être appeler les juristes pour discuter de cette question. Quelque chose qui me gêne et que j'ai même dit à l'Assemblée nationale, c'est que quand les gens ont des problèmes de santé, comme il y a eu la Covid, personne n'a pu voyager. Nous avons reçu beaucoup de gens dans les hôpitaux. Dans un contexte de promiscuité où le personnel médical fait des efforts colossaux comparativement à nos collègues d'ailleurs pour prendre en charge les gens, il devrait y avoir de la valorisation. En France, pendant la Covid, malgré tout ce qu'on a vu à la télé, les gens s'arrêtaient pendant 1 minute à 20 heures pour appeler le personnel médical. Il y a un travail qui est fait. Valorisation venant de qui? D'abord des populations, mais aussi de ceux qui ont l'information. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Vous pensez que la presse contribue à dévaloriser? Oui, par exemple, un exemple très simple. Hier, je tenais à le dire aujourd'hui, j'ai lu un droit de réponse d'un de nos patrons, qui s'appelle le professeur Kabalamine, qui est le directeur du seul centre de dialyse cohérent ici. Quelqu'un qui, depuis 20 ans, se bat pour les dialyser, est trimballé par... C'est nous qui en parlions hier, on parlait des machines. Non, c'est pas vous. Je ne crois pas dans le droit de réponse, je n'ai pas vu espace. Je pense que c'est une radio, je pourrais vous envoyer le document. Mais je trouve qu'il faut aller... Les grandes gueules. Moi, je m'intéresse un peu à l'éthique médicale. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu avec le serment d'Hippocrate pour nous. Mais aussi à l'éthique journalistique, avec un droit de vérité, avec un droit d'impartialité. Parce que c'est très important, parce que ce que vous dites est très important et a un impact. En Guinée, c'est très facile de tuer le neurologue ou le gynéco, mais tu verras très peu de gens dire, aujourd'hui nous avons lancé une campagne de levée de fonds pour aider les enfants. Et je l'ai dit aux dames que j'ai vu circuler quand il y a eu le problème de la gynéco. Je dis c'est très facile de tuer le gynéco. C'est très facile de détruire le peu que l'on a. Nous sommes un des pays les moins avancés sur le plan de la médecine. C'est pas une nouveauté, c'est pas une innovation. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Si vous permettez, je pense que c'est très important. Vous savez ici, à Camto Antoine, c'est un talk show. Quand vous dites une idée qui, on peut rebondir, ne pensez pas que c'est une offense. Non, je suis d'accord, ça ne me gêne pas. Je suis venu ici pour le débat, pour partager avec vous des informations. La plupart des gens m'ont dit n'y va pas. Je dis sont mes frères, je les aime bien. J'ai un peu peur, professeur, parce que je voudrais d'abord qu'on finisse avec l'hypertension artérielle. Voilà. Donc nous reviendrons sur la question. Donc l'hypertension artérielle, on va y aller. On va y aller parce que c'est très important de cadrer le débat, mais on va aller sur. Mais vous avez ouvert une parenthèse. On va la fermer. C'est nécessaire de la fermer parce que vous avez parlé du problème des journalistes, notamment qui évoquent certains sujets. Nous avons de sérieuses difficultés par rapport à des répondants quelquefois. La dernière fois, je vous cite un exemple simple, on est parti à l'INSEE, c'était pour faire un reportage notamment sur les difficultés qu'il y a là-bas. On nous a fait traîner, on a donné un rendez-vous. Le reporter est venu, on lui a dit finalement que non, on ne peut pas faire le reportage, il faut attendre que la hiérarchie réponde. On a de sérieux problèmes. On a envoyé une équipe également à Ignace Din avec cette famille dont le papa est décédé d'intoxication. On a envoyé une équipe, c'est le directeur même qui a intimé à nos reporters de quitter les locaux d'Ignace Din. Est-ce qu'à ce niveau, vous pouvez dire que c'est nous qui n'avons pas la volonté de trouver la vérité? Les problèmes peuvent trouver des solutions, mais je pense qu'il y a une crainte de l'impartialité.
pour être honnête avec vous. Non, je ne juge pas. Je ne juge pas. Mais je pense que vous devez être impartiaux dans le rapport de l'information. C'est très important. Moi, je vous invite à venir visiter même un hôpital privé pour voir la pénibilité du travail. Parce que je vois même, c'est même pas que vous, hein. C'est devenu culturel dans ce pays. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Que même des élus locaux, parfois des élus, qui se lèvent et qui traînent dans la boue le peu d'effort, le grand effort commis. Le personnel médical ici a payé un lourd tribut pendant Ebola. Moi, je m'occupe du handicap acquis de l'adulte. Quand vous voyez les gens, vous êtes choqués. Ce qui m'amène à vous définir ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral. Un AVC, ça a été défini il y a plus de 4 siècles avant Jésus-Christ. C'est Hippocrate qui a défini ça. Il a appelé ça l'apoplexie. Ça voulait dire quelqu'un qui est écrasé par un coup violent. Pourquoi? Parce que les gens sont paralysés, leur qualité de vie est altérée et ils meurent. Nous luttons contre la mort avec peu de moyens. Et ceux qui sont supposés valoriser ce métier le dévalorisent. Nous vous invitons à faire de l'investigation. Si les gens n'ont pas peur d'impartialité, mais on vous reçoit. D'accord. Pour revenir au débat, vous étiez en train de parler aujourd'hui de l'hypertension, des taux de mortalité et autres. Je m'excuse, on va y aller. Nous sommes en Guinée, parce qu'on dit souvent quand il pleut, chacun couvre sa tête. Nous sommes en Guinée. Aujourd'hui, quelles sont les causes fondamentales de ce taux élevé d'hypertension? Et quels sont les chiffres, si vous en avez bien? Voilà. D'accord, donc il faut séparer les choses. L'hypertension artérielle est un facteur de risque pour beaucoup de maladies. Hypertension n'est pas égale à AVC. L'hypertension donne l'AVC, ce sont les complications quand le cerveau a une interruption de la circulation du sang. L'hypertension peut toucher l'œil, on appelle ça des organes cibles. Ça peut donner une amblyopie, des troubles visuels, une diplopie. L'hypertension peut toucher le cœur en entraînant ce qu'on appelle des infarctus. Infarctus, ça veut dire mort cellulaire. C'est une nécrose du cœur qui est liée au fait que l'hypertension modifie la paroi des vaisseaux. L'hypertension peut toucher les reins, entraîner une néphropathie hypertensive et donc le malade doit être dialysé. Et enfin, ça peut toucher les artères des pieds qu'on appelle les artériopathies. Artériopathie, ce sont les pathologies des artères oblitérantes. Ça bouche les vaisseaux des membres inférieurs. Parfois, il faut couper le pied parce que le sang ne circule pas bien. Donc, nous, on s'occupe surtout de la complication cérébrale de l'hypertension artérielle qui s'appelle l'accident vasculaire cérébral. Donc, pour le résumer, sur le plan de la définition, l'Organisation mondiale de la santé le définit comme suit. C'est un déficit neurologique. Les mots-clés, c'est déficit et neurologique, qui dure plus de 24 heures et qui est lié à un trouble de la circulation du sang dans le cerveau. Soit les tuyaux dans le cerveau sont bouchés, soit ils ont éclaté, il y a du sang sur les neurones, et donc les fonctions cérébrales sont perdues. Donc je dois m'évertuer à faire un petit commentaire sur le cerveau qui est un organe fabuleux. Parce que c'est lui qui nous permet de voir, de dire c'est bleu, c'est rouge. Il nous permet d'entendre, de comprendre, de reconnaître notre femme, d'avoir du jugement, de savoir qu'on est en danger, qu'on ne l'est pas. Et donc c'est tout ce qui a fait de nous des êtres humains et qui nous a permis de conquérir le règne animal. Et donc, lorsque le sang ne circule pas bien dans votre cerveau, cela entraîne des conséquences au niveau de la mobilité. Donc, on dit que les gens sont paralysés. Les conséquences au niveau de la sensibilité. On dit que les gens ont un trouble de la sensibilité ou l'hypoesthésie. Les conséquences au niveau de la vision, au niveau de l'audition. Et donc, les gens se retrouvent déshumanisés, handicapés. Et c'est pour ça que la mortalité augmente. Alors, la mortalité augmente à cause des facteurs de risque, si vous voulez, on peut en parler. Le premier, c'est l'hypertension artérielle. Dans l'hypertension, il y a les facteurs génétiques et les facteurs habituels. Il y a surtout la consommation en sel. Nous consommons trop salé, trop gras. Le second facteur de risque pour ces AVC, c'est le diabète. C'est aussi une grosse épidémie. Je vous conseille d'inviter ici un grand spécialiste parce qu'une des maladies, nous, qui nous fait très peur aujourd'hui à l'hôpital, c'est le diabète avec son lot de complications. Le troisième facteur de risque, c'est le cholestérol. Nous ne maîtrisons pas la quantité d'huile mangée. L'huile est un composant normal de notre corps, mais il y a une fraction qu'on appelle le LDL, le Low Density Lipoprotein, qui se dépose dans les vaisseaux et les bouche et entraîne des accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Il faut manger moins d'huile. Moins d'huile, beaucoup moins d'huile et si possible de l'huile d'olive. L'autre problème que j'ai du mal à expliquer aux patients, c'est l'activité physique. La sédentarité chez nous est culturelle. Je me lève, je m'assois au thé, il faut être gros et ça c'est pas bon. Même si on est un sédentaire actif, c'est-à-dire qu'on fait 3 fois le sport, 1 heure par semaine, c'est très important. Même quand on n'est pas gros, ça permet de lutter contre le stress, ça permet de faire circuler correctement le sang, ça améliore votre dialyse, ça améliore votre tonus musculaire. Donc la sédentarité, il faut lutter contre. L'obésité est un combat de tous les jours. Il faut
perdre du poids, c'est très important. La qualité du régime aussi. Les régimes trop riches en sel, trop riches en protéines sont mauvais et favorisent l'obstruction des vaisseaux. En parlant de régime alimentaire, il faut préciser. Parce que quand vous dites régime, peut-être la viande rouge, je sais pas. C'est que nous mangeons. Riche en protéines, oui, bien sûr. Riche en protéines, il faut éviter tout ce qui est viande très très grasse, il faut éviter tout ce qui est très salé, très sucré et très gras, et privilégier les légumes. On a beaucoup de légumes et beaucoup de fruits chez nous. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau pour que l'on puisse manger mieux. Il y a d'autres facteurs émergents comme la pollution, c'est-à-dire que quand vous avez une ville qui est très polluée avec des particules plus importantes dans l'air, cela semble-t-il pourrait favoriser les AVC. Ensuite, il y a la prise de pilules. On voit beaucoup de pilules que les jeunes filles prennent, etc. Donc, les pilules favorisent en termes de planification familiale. Planification naturellement. Et donc, c'est un facteur de risque pour les AVC. Donc, il faut faire attention à cela. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. C'est-à-dire que quand vous prenez du poids, vous avez des difficultés à respirer la nuit avec des pauses. Cela entraîne des troubles du sommeil, du stress, et c'est associé à une augmentation des AVC. Pour terminer, il y a les facteurs génétiques. Donc, si on se concentre sur les facteurs dits modifiables, qu'on vient de citer, à part la génétique, les facteurs qu'on peut modifier, on réduit de 90% les AVC. Donc c'est là le combat. Nous avons récemment fait une réunion avec l'Académie française de médecine. C'était les recommandations qu'ils nous ont données. Bien. Voilà. Professeur Abbas Cissé, député uninominal de Dubreka, il est également le responsable du service en neurologie de l'hôpital Ignace Dine. Allez-y. Oui, l'autre question. Alors, comment savoir que vous êtes guetté par un AVC? Voilà, donc il y a ce qu'on appelle les signes d'alerte d'un AVC. Indépendamment des facteurs qu'on a évoqués, il y a ce qu'on appelle le FAST. C'est un terme anglo-saxon. FAST, F pour la face. Donc, si vous avez une déviation de la bouche, vous devez appeler les urgences et vous devez consulter assez rapidement. Le A, ça veut dire arme. Si vous avez quelqu'un qui a... Maintenant, là, par exemple, je parle et j'ai mon bras droit qui devient lourd. Donc là, il faut se dire que, attention, là, il se peut qu'il y ait un AVC. Il y a le speech. Je suis en pleine conférence, je suis en cours, je fais la communication et puis je perds les mots ou je n'arrive plus à comprendre ce que vous me dites. Les troubles de la compréhension du langage doivent faire évoquer un AVC. Et après, il y a le time. Le time, c'est le délai. Et là, ça, c'est le vrai combat que nous avons, nous, à mener. C'est que par minute perdue, on perd 2 millions de neurones. D'où le nouveau paradigme en termes de neurologie qui dit « time is brain », c'est-à-dire le temps, c'est du cerveau. Et chaque minute que nous perdons 2 millions de neurones, 14 milliards de synapses. Les synapses sont des connexions de neurones. Chaque minute perdue avant la prise en charge. Avant la prise en charge entraîne vraiment des déficits avec des séquelles qui sont très graves. Et donc aujourd'hui, notre rôle aussi est de sensibiliser les gens pour que s'ils ont des maux de tête qui sortent de l'ordinaire, ils ont une bouche qui est déviée d'un côté, un bras qui est lourd, des difficultés à marcher ou à comprendre, il faut se rendre très rapidement dans le service d'urgence le plus proche. Les grandes gueules. Collaborer avec un neurologue pour une meilleure prise en charge. Il y a aussi la question des moyens. Les gens qui ont cette maladie, c'est des produits qui coûtent extrêmement cher. Est-ce que dans d'autres pays, il y a des politiques qui sont mises en place? Est-ce que c'est le cas de la Guinée, professeur? Oui, vous enfoncez une porte ouverte, vous avez bien raison. Et je vous demande de faire aussi des propositions dans ce sens. Naturellement, c'est sûr que l'hôpital ne devrait pas être l'endroit où on discute des finances. Ce n'est pas normal. Nous devrions avoir une mutuelle de santé qui permette de cotiser et de prendre en charge ces gens. Parce que quand vous arrivez à l'hôpital en fauteuil roulant, c'est inacceptable. C'est pas normal en tout cas, c'est pas évident. Le micro. C'est pas. Quand vous arrivez à l'hôpital avec un handicap, on devrait pouvoir aller assez rapidement pour vous prendre en charge. Donc c'est une réflexion actuellement qu'on est en train de mener, un projet de loi que l'on va porter à l'Assemblée pour une mutualisation des soins, pour une meilleure prise en charge de ces patients. Oui, ailleurs il y a la mutuelle. Mais encore une fois, notre problème, c'est la grande promiscuité. Donc cette grande pauvreté fait qu'il y a des choix qui doivent être effectués pour maintenir le pays sur les pieds. Et voilà, la mutuelle, c'est en Afrique, combien de pays ont une mutuelle? À part la Tunisie où il y a la CNAM, en Afrique du Sud, il y a des mutuelles. Mais le reste est encore en train de se battre pour avoir cette mutualisation. Donc, il y a des structures privées où les gens sont assurés. Je pense que dans le public, il y a l'INAMO qui a été mise en place pour la prise en charge des fonctionnaires. Donc, il y a aussi des choses qui sont en train d'être mises en place. Vous pouvez par exemple inviter les gens de l'INAMO à discuter. Donc, les fonctionnaires vont progressivement être pris en charge pour faciliter l'accès aux soins. Mais ce qu'on peut déjà Est-ce que déjà sur l'existant, parce que vous parliez tout à l'heure du nombre de neurologues dans le pays, c'est 9, c'est autour de 9. Hein? Autour de 9, autour de 9. Oui. Est-ce que ça déjà, c'est pas un problème quand on sait que le pays est quand même un peu vaste et puis je suppose, vous nous contredirez tout à l'heure, que l'essentiel de ces 9 neurologues se trouve à Conakry. C'est la question que je vous Et sur cette existence,
existant là, à part ça aussi, les moyens que vous avez pour donner aussi rapidement que possible la santé à ceux qui ont ces difficultés-là? C'est une très bonne question. Mais encore une fois, moi je me veux positif et voir le verre à moitié plein. Les 9 neurologues effectivement ont été formés ici. Il faut noter qu'on a beaucoup de neurologues aussi qui sont à l'international. Maintenant, il y a des possibilités. Je m'explique. Il y a 3 services maintenant à Conakry. Avant, il n'y avait pas 3 services. Kipé, il y a Donka et puis il y a Ignace D. Nous envisageons à Jean-Paul II de mettre un service de neurologique parce que comme tout le monde l'a constaté dans la ville, et c'est pour ça que je viens ici, il y a de plus en plus d'AVC. On ne peut pas rester dans le bureau à Ignace D et ne pas sortir communiquer là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les moyens de nouvelles technologies aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, moi je prends des avis à l'université de Sfax. J'ai un enfant qui a un problème de neuropédiatrie pour lequel j'ai des difficultés, ce qui est bien normal. Je demande au professeur Chasnez, je dis bon, je voudrais votre avis. Votre avis à travers un Zoom, on lui envoie le scanner, l'IRM, l'examen du malade et on prend son avis. Donc aujourd'hui, les médecins à l'intérieur du pays, nous pouvons communiquer avec eux via WhatsApp, via Zoom. Nous avons un abonnement pour ça, pour discuter de ces cas pratiques. Mais ce que vous dites est vrai, le ratio de neurologues pour une population, c'est 1 pour 20 000. Vous pouvez ou vous le faites déjà? Non, on le fait. On discute à Zérékoré, par exemple, les gens nous appellent et on discute du cas. Maintenant, il faut savoir que le développement, ça ne se décrète pas. Il faut du temps. Il faut du temps pour être bon. À l'Assemblée récemment, on a voté le projet de CHU avec un crédit indien pour la construction d'un CHU à Kankan et à Zérékoré d'une hauteur de 55 millions de dollars pour faciliter l'accès aux soins. Mais encore une fois, moi j'étais formé au Sénégal, à l'hôpital Fann. Si vous quittez Dakar, il ne faut pas croire qu'à Diamniadio, il y a un service de neurologie ou bien que dans la haute banlieue, il y a des services de neurologie. Il faut du temps pour cela, pour se développer. Maintenant, est-ce qu'à la faculté de médecine, vous y travaillez Les grandes gueules. Former des neurologues pour augmenter quand même ce nombre-là? Parce qu'un neurologue pour 20 000, c'est petit. Mais nous travaillons, nous avons un DES de neurologie et je vous invite même, si vous voulez, on pourra venir vous faire des cours ici sur les AVC ou on peut vous inviter à participer à nos cours là-bas. Non mais c'est vrai, vous pouvez nous inviter pour sortir du carcan politique et de discuter des choses beaucoup plus pratiques. On pourrait venir, mes collaborateurs et moi, pour discuter d'AVC. Les neurologues sont formés, il y a des efforts à faire pour les maintenir. Ce n'est pas le nombre de neurologues le problème. Quand on va aux journées de neurologie de langue française, vous avez plus de neurologues à Paris qu'en Guinée, c'est un fait. Maintenant, c'est déjà bien de pouvoir les former. Après, nous avons des efforts, personnellement, j'ai des efforts à faire pour maintenir les meilleurs, pour être là, et aussi dans l'avenir. Pour les maintenir en Guinée. Il y en a qui partent, c'est ça? Oui, il y en a qui partent. Moi-même, je n'étais pas là, oui, c'est normal. Pourquoi? Il y en a qui ont quitté Espace. Il y en a qui ont quitté aussi Espace. Bon, on pourrait en discuter. C'est un débat. C'est un débat. Les gens partent. Non, je vais vous répondre. Il y en a qui partent. C'est normal. C'est la vie, la démocratie et tout ça. Il faut une certaine liberté aujourd'hui. Il faut sortir de l'anxiété et voir le verre à moitié plein. Moi, je veux qu'il y ait de l'optimisme. Je vais répondre à votre question. C'est un problème d'argent? J'ai de très bons assistants. Oui, c'est un problème d'argent. Les gens sont beaucoup mieux payés à Paris, ils ont des postes et tout ça, et nous sommes obligés de les laisser partir pour une meilleure qualité de vie, et c'est un choix de vie, et que nous ne jugeons pas. Moi, je ne suis pas là pour juger, pour faire un réquisitoire. Mais, comme chez vous aussi, les gens, on peut bouger. Il faut le prendre positivement et voir dans quelle mesure avancer. Mais ce que je voudrais dire, et qui est un message clé pour moi, surtout aux jeunes et à ceux qui nous écoutent, hier, on était au ministère de la Santé avec un couple d'Américains qui va installer un hôpital de référence pédiatrique à Dubreka pour prendre en charge les enfants. Et j'ai vu les Américains tellement enthousiastes pour Dubreka que je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Ils quittent les États-Unis, ils viennent en Guinée, ils disent on va faire un hôpital pédiatrique. Ils ne parlent pas encore d'argent, ils parlent de services rendus aux enfants de ce pays, mais avec enthousiasme. Et je vois autour de moi qu'on est en train de lâcher l'affaire. Non, c'est notre pays et nous devons améliorer les conditions de prise en charge et chacun de nous peut y contribuer. Vous dites qu'on est en train de lâcher l'affaire. C'est-à-dire? C'est le député de Dubreka de toutes les façons. Non, c'est le député qui parle maintenant. Le député nominal qui parle. Nous devons nous engager, tous, vous, moi, pour dire, mais voilà les problématiques, voilà les pistes de solutions. Qui ne va pas. Qui veut lâcher? Parce que vous dites qu'ils sont en train de lâcher l'affaire. Oui. Par rapport à ce projet. Non, quand je vous écoute dans cette pièce, excusez-moi. Le projet. Le projet de quoi? Le projet de. Il va être fait. Il va être fait le projet. Qui veut lâcher l'affaire? Non, personne. Non, non, le projet va être fait. Ça, c'est acquis. Alors, le projet va être fait, le député est déterminé à ce que Dubreka, et préparez-vous, ait un centre de référence par un couple américain qui en a les moyens. Et deuxièmement, ça va être
accessible, il y aura du matériel de qualité et la formation est leur cheval de bataille. Et ils nous ont dit, mais votre préfecture, elle est magnifique. Ma dernière question au médecin. De vrai cas, si quand même avec un tel investissement, c'est bon. Sur la même question. Il dit que c'est accessible. Ça justement, doit être accessible à l'accès. tout le monde. Alors surtout, peut-être l'accessibilité en termes de coût, mais la route aussi, parce que après aujourd'hui, de vrai cas, si vous vous déplacez, pour ceux qui sont à Conakry, ils sont à la quête. Oui, c'est un député, peut-être c'est l'occasion aussi. Non, c'est un député, c'est l'occasion peut-être de soulever ça. Ce sont des facteurs peut-être qu'il faudrait aussi prendre en compte dans les plaidoyers. Une dernière question au médecin avant de parler du politique, si vous permettez. Non, avant politique, s'il vous plaît. Avant politique, non, finissons avec. La dernière question au médecin, c'est par rapport aux conditions de travail. Professeur, nous en parlons tout le temps dans ce studio. On sait que vous avez fait vos études ailleurs, vous avez appris la neurologie dans d'autres pays, mais quand vous êtes dans une telle posture et que vous arrivez en Guinée, avec les conditions que nous connaissons de travail, Ignace Dine, on sait comment vous pratiquez votre travail, les bureaux et même les cabines pour les patients ne sont pas dans de bonnes conditions. Dites-nous dans quel état vous vous sentez lorsque les conditions sont aussi pénibles ou misérables dans nos hôpitaux. Écoutez, moi je vous ai encore dit que je vois le verre à moitié plein. Et non, je vais répondre. Les conditions de travail. La posture politique. Non, je ne suis pas dans la posture politique. Je m'adresse au médecin. Dites-nous clairement. Moi, tous les matins. Dans quel état vous vous sentez? Pas du tout. Demain matin, je vous invite en neurologie. À 8h pile, nous y sommes. Nous avons un devoir. À 8h pile, nous y sommes. C'est difficile, oui, mais c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde, mais il y a un travail à faire. Quelle et il faut arrêter. Vous en faites? Et il faut arrêter de se plaindre. Non, mais il faut se plaindre pour trouver des solutions. Non, attendez. Parce qu'il y a un problème. Oui, attendez. Je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous répondre. Nous y sommes. Nous faisons notre travail et tous les matins, nous lisons le serment d'Hippocrate. Et d'ailleurs, je suis venu avec. Je vais vous laisser pour que vous m'aidiez à le vulgariser. Parce que j'entends souvent les gens dire c'est pas le serment d'Hippocrate. Mais je leur demande, mais qu'est-ce qu'il dit finalement ce serment? Ils ne peuvent pas me répondre. Les conditions, est-ce qu'elles sont difficiles? Oui. Oui, mais est-ce qu'elles s'améliorent? Moi, je suis né à Ignace Dine. J'ai grandi dans l'hôpital Ignace Dine. J'ai fait la fac de médecine de Conakry. Je suis venu. Avant, nous n'avions pas de salle de soins intensifs. Aujourd'hui, nous avons une salle de soins intensifs. Avant, nous n'avions pas de scope. Aujourd'hui, nous avions un scope. Avant, il n'y avait pas du tout de scanner. Aujourd'hui, il y a un scanner à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a une IRM de haut champ. Il y a un projet d'amélioration. Il y a un projet de modification. Non, il y a un projet de reconstruction d'Ignace Dine. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Ça, on pourrait en discuter. Ah mais non, je ne m'occupe pas de ça. Je ne suis pas là pour faire le réquisitoire. Il faut faire attention. Dans le serment, c'est pas que je suis venu avec le serment parce que je savais qu'on allait finir là. Il y a une phrase qui dit « Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai. » Mes compétences sont des compétences de neurologue. Si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas ceci ou cela... c'est vous qui parlez. Alors, l'autre question que moi je pose, si vous permettez... Non, Daouda, c'est lui qui parle de projet. Quand il parle de projet, on devrait lui demander quand le projet je vous passe l'information. Justement, on comprend cela. Parlons toujours de conditions de travail. On se souvient que récemment, il y a Dr Awada qui a pris des mesures contre des médecins à l'hôpital Ignace Dine pour des soucis liés à une dame, à un patient qui avait rendu l'âme ce jour-là. Dites-nous quels sont les rapports avec le directeur de l'hôpital et à ce jour, est-ce qu'on peut dire que tout est rose, ça va? Moi j'ai de très bons rapports avec le directeur de l'hôpital. Même en France, même aux États-Unis, tout n'est pas rose. En France, on signe le Ségur de la santé. On se bat pour améliorer les choses. On dit on va y arriver. Nous allons améliorer les choses. Avec le directeur, moi j'ai de très bons rapports. Avant, à Ignace Dine, on avait la boue dans la cour. Aujourd'hui, il n'y a plus de boue. Donc les choses s'améliorent, elles ne sont pas parfaites, mais la perfection est à atteindre et nous devons améliorer les choses au sein de l'hôpital. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut éviter de faire, c'est des réquisitoires qui amènent les gens à se braquer les uns contre les autres et à créer un combat interguinéen qui n'a pas sa place. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la coopération et comme dirait un ancien chef d'État africain, en Afrique, on a besoin de juxtaposition. Parce que cette opposition que nous créons entre nous amène à ne pas collaborer, alors que dans notre devise, nous devrions collaborer. Parce que chez nous, nous vivons socialement très mal les remarques et les critiques et ça amène les gens à se braquer, à s'opposer et à ne pas avancer. Donc aujourd'hui, nous sommes, en tout cas personnellement et dans mon service, nous sommes dans la droite ligne de la politique hospitalière de l'hôpital. Nous voyons le verre à moitié plein, nous pensons que les choses vont s'améliorer. Peut-être une question. Et nous y croyons. Peut-être sur l'hypertension, pour finir rapidement. Il faut qu'on parle politique là. L'émission est presque finie. On va avancer. Une question, madame, si vous permettez. Il faut qu'on aborde l'autre partie. Oui, c'est un auditeur. Oui, c'est un auditeur qui demande.
Hier, hypertension, on parlait de 50 ans, 40 ans ou plus. Et les jeunes aujourd'hui sont aussi touchés par cette maladie. Oui, les jeunes sont touchés, même des très jeunes. La raison, elle est connue, c'est parce que tout simplement, on a une modification du style de vie. Il y a des gens à 12 ans qui mangent des hamburgers, qui mangent des cubes magiques, qui ne font pas du sport. L'obésité est devenue très fréquente. On devrait d'ailleurs faire une étude épidémiologique pour voir le taux d'obésité chez les enfants. C'est un facteur. On voit des gens de plus en plus jeunes avec des AVC, c'est un fait. Et parfois qui sont d'étiologie inconnue, de causes inconnues. Et il est démontré en Espagne, par exemple, qu'un gros stress précédait la survenue des AVC chez les personnes jeunes. Donc, les questions sociales que nous vivons, quand vous êtes victime de critiques, par exemple, et tout ça régulièrement, cela peut vous stresser et vous amener à faire un AVC. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un que j'ai vu dans mon village, que je connaissais très bien, je l'ai vu marcher avec une faiblesse. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'ai perdu mon jumeau, j'étais très stressé, et puis il a fait un AVC. Oui, mais l'autre aspect, rapidement, l'autre aspect, c'est bien le rapport médical. Parfois, vous venez à l'hôpital, on vous fait des prélèvements et autres, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui vous guette, qu'est-ce qui vous menace, et puis on vous dit, vous avez simplement mal à la tête ou vous avez mal au ventre, alors que d'autres éléments peuvent être relevés par le médecin, mais le plus souvent, on n'a pas les rapports médicaux qui nous permettent de nous préparer ou de prévenir certaines maladies. Vous n'avez pas de rapports médicaux, je ne comprends pas. C'est-à-dire peut-être un bon diagnostic. Diagnostic qui vous permet de savoir, en continuant avec ce rythme, voilà ce qui peut vous guetter, parce que voilà les menaces qui pèsent sur vous. Ça vous prépare à éviter certaines maladies. Bon, la question, j'ai du mal à la comprendre, mais j'imagine que dans tous les hôpitaux de ce pays, quand vous allez, vous avez un carnet de consultation. En tout cas, nous, quand on consulte à l'hôpital, on écrit dans un cahier, on donne au malade. S'il a une prise de sang à faire, la prise de sang lui est donnée. Quand on voit quelqu'un qui est hémiplégique, qui est dans le coma, on appelle les parents. Est-ce qu'on appelle la limitation d'arrêt des traitements? On dit, écoutez, ce malade, il est très grave. Nous pensons que, voilà, il ne faut pas payer beaucoup de médicaments, faire des scanners, parce que le risque de décès est élevé. Et si on estime que vous pouvez vous améliorer, on vous demande d'aller en rééducation, voilà, pour faire de la rééducation. Maintenant, nous devons améliorer beaucoup de choses. Nous y songeons, nous y travaillons, mais nous aimerions que d'abord le peu qui est fait soit reconnu. Ça, c'est un cri de cœur. Décidément, honorable Cissé. À présent, parlons politique. On vous a en fait, connu. il est venu en politique. Oui, nous vous connaissons grand médecin, mais pas grand politique. Dites-nous comment se fait l'apprentissage au Parlement. C'est une première pour vous. Ouais. Comment est-ce que vous défendez Dubreka, votre ville d'origine? Ça se passe comment? Le peuple. Non, Dubreka, y compris à sa population. Écoutez, merci encore une fois. Oui, moi je suis un amateur en matière de politique. Je suis un médecin, donc c'est pour améliorer l'hôpital effectivement que je m'engage en politique. L'apprentissage se fait très bien parce qu'il y a des politiciens expérimentés dans ce pays. On écoute, on apprend, on suit et on est devenu plus positif. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'optimisme. Winston Churchill, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, disait ceci, que devant toute l'optimiste, dans chaque difficulté, on voit une opportunité. Et le pessimiste, devant chaque opportunité, verra une difficulté. C'est un choix, c'est une vision, c'est une position. Aujourd'hui, nous assumons une vision positive de la politique en se disant, nous devons améliorer les choses. D'accord, maintenant, moi, vous savez ce qu'on pense des politiques. Oui. L'autre est en train de parler. Allez-y. Ce que nous pensons des politiques, généralement, ce sont des personnes qui souvent ne tiennent pas parole. Ce qu'elles disent en dit long par rapport à ce qu'elles font. Moi j'aimerais bien connaître son histoire avec Dubreka. Justement. Mon histoire. Pourquoi avoir été élu comme député uninominal de Dubreka? C'est quoi? De Dubreka. Parce que je voulais contribuer. J'ai eu la chance de faire mes grades en matière de médecine dans ce pays et ailleurs. Bon, je suis arrivé à avoir on va dire, avec toute la modestie qui va avec, les diplômes que je devais avoir dans le monde médical. Et je me suis dit, mais tiens, si tu es là et que tu travailles tous les jours à Ignazdine, qu'est-ce que tu peux faire pour Dubreka? C'est pas loin, c'est à côté. Tous les week-ends, j'y allais. Je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai une contribution à apporter aujourd'hui à mon village sur le plan sanitaire. Par exemple, aujourd'hui, nous avons mis en place l'association des professionnels de santé de Dubreka en organisation reconnue. C'est mon village. Je suis originaire de là. Mon père est né là. Il a grandi là et il s'est investi pour ce village-là. Je me suis dit, dans la préparation du concours d'agrégation, on vous demande votre contribution à la communauté. C'est dans cette optique que je suis là. La preuve aujourd'hui, même avec ce qui s'y passe, j'ai essayé de discuter avec la coordination des ressortissants pour dire, nous avons des questions humanitaires chez nous, nous ne sommes pas la justice, nous ne faisons pas de réquisitoire, mais nous contribuons
D'accord. Il y a eu démolition tout récemment. Les casses des démolitions. Et nous apprenons que vous avez fait quand même une mobilisation. Une levée de fonds. Vous avez renoncé même à votre salaire, d'après les informations, pour assister ces habitants. Comment vous vivez cet instant-là et comment vous vivez ces démolitions, vous, en tant que député? Je le vis avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Ça m'a permis d'aller voir dans le PND. L'enthousiasme? Oui, il faut de l'enthousiasme dans ce pays. Le mot enthousiasme signifie être possédé de Dieu. Être motivé, ne pas se laisser abattre. C'est vrai que quand on voit les démolitions, on est inquiet, on est stressé. Et j'ai envie de dire aux gens, dédramatisons cela. Ce n'est pas un cas unique de Dubreka, ce n'est pas un cas uniquement de Guinée. En Côte d'Ivoire, on a vu autour de l'aéroport. Mais sauf qu'à Dubreka, c'est facile de dire dédramatisons quand on n'est pas. Moi, je suis un sinistré. Non, écoutez-moi. Moi, je suis touché par... vous n'êtes pas comme le citoyen lambda qui vit quelque part, qui n'a pas les moyens. Le constat que j'ai fait à Dubreka par rapport au CAS, il est unique. Ce que j'ai vu à Dubreka par rapport au CAS, il n'y a pas son deux à Conakry. La distance qu'on a prise pour de la démolition des maisons, mais c'est à plus de 10 mètres des bâtiments de la route. J'ai vu des bâtiments à étage à 3 ou 4 niveaux qu'on a divisés en deux à Dubreka. On a eu comme l'impression qu'on n'a pas tenu compte des réalités de la ville ou même de la sensibilité des gens pour agir. Et Kassouri l'a reconnu en disant qu'on ne sait pas qui a donné l'ordre. Bon, vous êtes dans votre rôle. Je voudrais vous expliquer le mien. Un député, maximum, a 3 rôles. Parce que je viens avec mon code de vie. Les grandes gueules. Je ne peux pas dépasser mes compétences. Mon rôle, c'est de voter les lois à l'Assemblée en tant que député. Le second, c'est de monitorer l'activité étatique. Le troisième, c'est d'être une sorte de vase communicant d'informations entre l'État et la population, entre les populations et l'État. Je ne fais pas de réquisitoire. Je n'oppose pas l'État à la population. À Dubreka, on a essuyé des mouvements de jeunes à cause de ces cas-là. Même quand il y a injustice. Non, écoutez-moi, je ne suis pas juge. Il faut établir l'injustice. Non, écoutez-moi. Attention. Quand tu dois défendre, aussi. Quand je dois défendre, dans mon profil de formation, ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Quand je défends, je ne défends pas par le ressenti. Je défends sur la base des preuves. Moi, j'ai pris contact avec le ministère de l'Habitat. J'ai pris contact avec les cadres du ministère de l'Habitat. J'ai pris contact avec ONU Habitat de Guinée pour comprendre d'abord ce qui se passe, pour voir quelle est la vérité de la situation. Mais ce que je voudrais vous dire, écoutez-moi, ce que je voudrais vous dire, je vous envoie au PNDS, au plan 2020, la vision 2020-2040, malgré le pessimisme qui va avec, c'est-à-dire que l'État a une vision d'urbanisation. L'élargissement des routes, ça va continuer et ça va concerner toutes les grandes agglomérations de ce pays. Parce que si on ne fait pas cela, la route de Dubreka est une route internationale. Vous vous opposez à ce que l'État dit par rapport à cette question, justement, on dit qu'on ne sait pas qui a démoli, qui a donné l'ordre de démolir. Vous parlez de vision de écoutez-moi, moi je vous parle le document. La page 45 du PNDS, la vision 2040. Page 45. Mais là, on parle d'un lieu précis, les casses de Dubreka. Écoutez-moi, oui, je vous explique. On parle d'un document disponible sur Internet. Vous tapez Vision 2020-2040, page 45. Non, écoutez-moi. Les casses de Dubreka n'entrent pas dans Non, c'est une politique. Il y a une politique. Non, il faut comprendre. Les casses de Dubreka n'entrent pas dans cette vision. Ouvertement, vous a dit à l'Assemblée qui ne sait pas d'où est venue l'ordre. Il y a une enquête en cours. Comment voudrez-vous qu'un modeste neurologue de l'hôpital national Ignazine réponde à les choses auxquelles... C'est le député. Écoutez-moi. Mais je suis dans cette logique. C'est pourquoi... Mais vous semblez justifier les casses. Non, on ne justifie pas. Écoutez-moi. C'est l'impression que j'ai. Comment on fait pour avoir une route normale, une route internationale? Mais ça n'a rien à voir. Le gouvernement dit que ça n'entre pas dans ce cadre-là parce qu'il n'a pas donné l'ordre. Comment on fait? Il y a tout un quartier qui a été démoli. Il n'y a pas que Dubreka qui a été cassé, la CIC, la casse, tout ça, donc Dubreka a été cassé. Aujourd'hui, nous avons une vision humaniste et humanitaire de cela. Et nous voulons soulager. Nous sommes en train de soulager les souffrances des populations. Nous vous invitons le samedi à 10h à la mairie de Dubreka, parce que les remises dont on parle, ce ne sont pas des choses qui se font en catimini. Nous avons une commission. Qu'est-ce que vous allez remettre? Nous allons remettre tout ce qu'on aura mobilisé. C'est une surprise. Je garde la surprise pour le samedi à 10h. Nous avons mobilisé des sacs de riz, nous avons mobilisé du ciment, des moyens pour remettre officiellement et devant tout le monde au comité de gestion de ces fonds de manière très transparente.
Et nous voulons expliquer que le développement a un prix. No pain, no gain. Il n'y a pas de gain sans douleur. C'est difficile. C'est difficile pour nous. Nous sommes de Dubreka. La machine qui casse était devant chez mon grand-père. Mais nous disons que le développement a un prix et nous devons être prêts à payer ce prix. En Côte d'Ivoire, ailleurs, ils ont payé ce prix. Bien. Nous devons parallèlement à cela donner un visage humain à cette réinvention de Dubreka. Et après tout ça, je vous promets que Dubreka sera la plus belle des préfectures. On va expérimenter cette petite expérience avec vous, honorable. Avant de vous laisser partir, on va passer à la rubrique oui ou non. Les grandes gueules. La minute oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. En fait ce matin, il fait un peu de langue de bois quand même s'il a de la poigne, de la détermination, mais on va essayer avec lui. Oui ou non, Djiba Milimono? Oui ou non, cette démolition des maisons à Dubreka et au-delà de votre statut de député et tout, citoyen de Dubreka, ça vous a touché? Oui ou non? Dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Oui. Jacques Léwaleno. Oui ou non, au service de neurologie, vous n'avez pas les moyens de vos ambitions? Non, les moyens. Dans le micro, honorable. Non, nous soignons les gens. Nous soignons les gens. Mais avez-vous les moyens de vos ambitions? C'est la question. Nous, oui nous avons des moyens et nous avons des données publiées. Nous n'avons pas tous les moyens, mais nous avons... les développer derrière. Nous avons pas tous les moyens, mais nous avons les moyens. Et nous soignons des gens et je peux venir vous présenter les statistiques du service en termes de mortalité comparées aux données d'ailleurs. Bien, allez-y, Daouda Mohamed. Oui ou non, aujourd'hui, certains médecins, au-delà du serment d'Hippocrate, font la honte. Les médecins de ce pays devraient être félicités. C'est ma position. Oui ou non? Non. Les Allez-y, médecins Antoine. je veux le dire ici haut et fort et je l'assume. Les médecins de ce pays devraient être félicités et décorés et nous allons organiser des trophées et des lauréats pour récompenser nos patrons qui ont consacré leur... Je voudrais que vous fassiez ça. Il y a des médecins dans ce pays qui ont consacré leur vie entière sans un comportement alimentaire aux soins des gens. Bien, allez-y, Antoine. Je suis d'accord parce que je fais partie de ceux qui vous ont soutenu durant des années dans ce studio. Oui ou non? Par rapport à vos efforts durant Ebola et le coronavirus. Oui ou non? La précision était importante. Bien. Professeur, avec la pratique de la politique, oui ou non, vous sortez de votre registre d'hommes corrects, honnêtes, que les Guinéens ont connus? Pour moi, la politique est un service. Dans mon service, c'est mis service de neurologie. Pour moi, la politique n'a jamais été de venir raconter des histoires aux gens. Non. Bien, justement. C'est pour faire... Je voudrais continuer à faire un commentaire. Hier, j'ai discuté avec un haut responsable qui nous a parlé de convergence entre politique et santé. La santé a prouvé aujourd'hui qu'elle ne peut pas être dissociée de la politique parce qu'elle a impacté. Un seul virus a mis à terre le monde. Donc aujourd'hui, la politique doit aller avec la santé, sinon nous ne pouvons pas avancer. Professeur Abbas Cissé, merci d'être passé dans ce studio. Ça a été un plaisir, Madame Ba. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Bien. Et merci pour ce que vous faites. Voilà comment on arrive au terme de cet autre numéro de Grande Gueule. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés à la télévision. Merci à Madousso qui a géré les sons, à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de lui, comment je peux dire, Mamoudou Kondé, c'est ça. Babouakar Foté Souma. C'était un plaisir de vous servir. Au revoir. Vous êtes une...